Jean-Baptiste, merci à vous d'avoir accepté votre univers livresque sur ce groupe. Merci à vous surtout. Voilà, merci d'avoir accepté. Donc, ce que je vous propose effectivement, c'est de parler de votre univers, parler de vous, de pourquoi vous vous êtes mis à l'écriture, présenter vos romans. D'accord, Et à cette occasion, je vais lire les questions des membres du groupe. parfait. Voilà. Donc, je vous laisse la parole et encore merci et bonjour à tous ceux qui arrivent. Ok, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Présenter mon univers. Je vais peut-être déjà me présenter rapidement. Donc, Jean-Baptiste Ferrero. Je ne vis pas de ma plume, hein, comme beaucoup d'auteurs. Voilà, donc je suis pendant la journée professionnelle de la communication, comme on dit, hein, je fais différentes casquettes, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et voilà, écrivain le soir, le week-end, les vacances. J'ai une chance, j'écris vite. Et puis j'ai surtout la chance de faire un métier où j'écris, donc je suis un petit peu entraîné à ça. Et j'écris depuis toujours, en fait, depuis que je suis gamin. J'ai commencé tout gosse à écrire des choses absolument épouvantables, exécrables. Et puis, au bout de quelques décennies, je pense à m'améliorer un petit peu. Euh, j'ai écrit des tas de choses très très différentes, hein, tout au long de ma vie. Beaucoup de choses pour le tiroir, comme on dit, qui sont jamais sorties de mes tiroirs. Et puis, ça fait 7-8 ans, je me suis décidé à quand même aller voir du côté des éditeurs. Un peu par hasard, c'est le polar qui est sorti en premier. Dans une petite maison d'édition de province. Je salue quand même un passage qui s'appelle l'édition du 38. Bon, on s'est séparés en bons termes, comme on dit, parce que il n'y avait pas forcément suffisamment de diffusion. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui s'appelle La Joigny, voilà, avec lequel je recommence une nouvelle aventure. Voilà. Et donc, si j'en reste déjà sur le polar, ce sont des polars avec un héros récurrent qui s'appelle Thomas Fiera, qui est un peu mon. Certains disent qu'il me ressemble, je suis pas sûr, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il ressemble à ce que j'aimerais être parfois, c'est-à-dire qu'il dit des choses que j'ose pas toujours dire, ou que je peux pas toujours dire dans mon métier, il fait des choses que je peux pas toujours faire. Et c'est un personnage un peu truculent, c'est un peu une espèce de Nestor Burma moderne, disons, un peu plus trash, peut-être un peu plus violent. Il se trouve que je suis consultant aussi dans ma vie professionnelle et je connais bien le monde de l'entreprise. Voilà, et c'est un personnage un peu politiquement incorrect qui montre, on va dire, l'envers du décor de cet univers très policé, très lisse, très propre, qui est celui de l'entreprise, où on a un discours. Ah, je vous présente rapidement mon assistant. Voilà, c'est Boris, Salut qui est très Boris. curieux de ce qui se passe. Voilà, excusez-moi. Pas de souci. En fait, c'est le véritable auteur de mes bouquins, mais donc il est jaloux pour ça. Voilà, donc Thomas Fiera, qui est un personnage un peu, donc disais-je, un peu politiquement incorrect, et ça donne des polars qui sont à la fois très noirs. C'est plus du roman noir, hein, c'est pas du whodunit, c'est pas du tout du thriller. Il n'y a pas de gens qui sont découpés à la tronçonneuse toutes les 2 pages. C'est vraiment du roman noir. Je me sens plus proche d'un univers effectivement de Burma ou des auteurs américains des années 50 ou du néo-polar des années 80. Mais avec un ton assez grinçant, c'est assez drôle en général. Ce ne sont pas des livres comiques, parce que le sujet n'est pas drôle du tout, hein. C'est le harcèlement, c'est l'entreprise, c'est les manipulations génétiques, etc. Mais l'idée, effectivement, c'est d'en parler avec un ton plutôt humoristique, parce que la vie est comme ça, hein. La vie est jamais uniquement sinistre, uniquement comique. Voilà. Corinne qui me dit que j'ai un assistant très important, elle a raison, effectivement, c'est vrai que Boris est mon premier lecteur, et puis il veille sur mes manuscrits, il s'assoit dessus en général. Et quand j'écris trop, il se couche sur le clavier. Enfin, tous les auteurs qui ont un chat connaissent ça, hein. C'est quand il en a marre de me voir le négliger, il se couche sur le clavier. Voilà, Voilà. donc ça c'est pour le polar, pour aller vite comme ça dans la présentation, il y a cette branche-là. Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu à côté de ça une autre veine, entre guillemets. Est-ce que ça se rapproche du livre de Hervé Huguen? Je ne sais pas, je ne connais pas les livres de Hervé Huguen, donc je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à cette question. Il a écrit des polars qui se déroulent en Bretagne. Ouais, je Voilà. connais pas non plus.
Alors moi, je suis aussi un auteur régionaliste, si je puis dire, mais parisien. Voilà. Donc c'est vrai que le personnage vit à Belleville. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas Paris, c'est un- un quartier très populaire, très coloré, très vivant. C'est un des quartiers les plus vivants de Paris, probablement. Voilà, et il vit dans ce quartier très de Paris. Est-ce que je peux lire un extrait? Ben, je pourrais en lire un petit extrait tout à l'heure, éventuellement, si vous voulez. Alors, il y a une question de Ludovic Oui. Kerzik qui dit, vous êtes écrivain sous quel régime? Éditeur, à votre compte ou en auto-édition? Alors, avec un éditeur, j'ai toujours essayé, enfin, j'ai toujours choisi d'éviter l'auto-édition. Sauf pour des bricoles que j'ai pu publier à droite à gauche, des petites choses sur lesquelles je m'amuse et qui sont totalement impubliables par qui que ce soit de censé. Euh, mais tout simplement parce que j'ai déjà deux vies. J'ai une vie professionnelle et par ailleurs j'écris. J'ai pas envie d'en avoir une troisième qui serait effectivement éditeur plus promoteur, etc., etc. C'est très compliqué. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui ont le courage de se bagarrer, sur tous les salons, de faire leur propre promotion. C'est très difficile. C'est pas du tout ma tasse de thé. Si j'avais peut-être 25 ans de moins, peut-être que je m'y risquerais. Mais déjà avec un éditeur qui a pignon sur rue, on voit bien que c'est déjà très difficile d'exister entre Musso, Lévy et voilà, et quelques ces gros poids lourds qui bouffent littéralement le paysage. Voilà, donc je préfère laisser ça. J'ai eu la chance d'avoir un bon éditeur qui se bouge et qui est actif et qui est courageux, donc bon, c'est bien. Je pense que chacun son métier. D'accord. Et justement, comment vous est venue cette passion de l'écriture? Bah, c'est très banal, hein, comme beaucoup d'auteurs. J'ai d'abord une passion de la lecture. J'adore les livres. Vous voyez derrière moi, j'ai une toute petite partie de ma bibliothèque. Oui, Euh, j'ai passé presque toute ma vie à bouquiner. Donc, c'est tellement formidable de s'enfuir du réel en lisant un livre qu'à un moment donné, j'ai eu moi aussi à mon tour envie de raconter des histoires. Et puis, je pense qu'une personne, normalement, une personne saine d'esprit n'est pas écrivain. Voilà. Ni peintre, ni musicien. Enfin, les gens font autre chose, hein. Ils sont bouchers, charcutiers ou je sais pas quoi. Je pense qu'à un moment donné, c'est qu'on a trop de choses dans la tête. Moi, j'ai l'impression d'être une éponge. En plus, je fais un métier où je suis en contact en permanence avec des tas de gens. Donc, on emmagasine des histoires, des sensations, des impressions. Et tout ça, je sais pas, je pense que chez la plupart des gens, ça fait que passer. Ça s'en va. Chez moi, en tout cas, ça reste. Ça se stocke et au bout d'un moment, ça me prend la tête. vous avez besoin Et d'extérioriser tout ça, quoi. voilà, j'ai l'impression que d'être une usine à histoire, en fait. Et moi, je suis un méditerranéen, j'avais une famille où, quand j'étais môme, voilà, le soir, après dîner, mon père nous racontait des anecdotes sur sa famille, sur le pays, sur tout ça. Et j'ai ce goût de l'oralité, ça s'entend, d'ailleurs, je suis bavard, hein, ça ne vous aura pas échappé. Euh, Apprenez-la pour parler aussi, hein. oui, ça tombe bien. Voilà, moi j'aime cette notion qu'on trouve beaucoup, enfin qu'on trouvait naguère de conteur. Pour moi, un écrivain, c'est avant tout quelqu'un qui raconte des histoires. Mm. Je me souviens très bien quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais été invité dans une soirée très branchée avec des artistes qui étaient tous destinés à sauver le monde. Et un d'entre eux a condescendu à m'adresser la parole et à me dire on m'a dit que vous écriviez, mais vous écrivez quoi? Ce qui m'a laissé un peu pantois, j'ai répondu bah, j'écris des histoires. Et il m'a regardé comme si j'étais un cafard mutant. Ouais. J'avais proféré une incongruité absolue sur le mot histoire. Et il est parti, il m'a plus jamais adressé la parole. Voilà, je pense que moi j'aime raconter des histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires, j'aime en raconter. Euh, voilà. Lire ne vous gêne pas lorsque vous êtes en période d'écriture. Ça dépend. Ça dépend. Quand j'écris quelque chose dans un registre particulier, par exemple si j'écris du polar, je lis pas de polar. Quand j'écris de la littérature blanche, ce qui est mon cas en ce moment, je lis plutôt du polar, justement, à l'inverse. Et puis surtout, c'est que quand je suis vraiment en pleine phase d'écriture et surtout en pleine phase de doute, j'évite de lire de grands écrivains, sinon je me mets à la peinture immédiatement. Euh, Parce que c'est déprimant. Genre, j'ai lu cet été, je me souviens plus du nom de l'auteur, c'est un auteur américain, qui a écrit Les Frères Sisters.
dont Jacques Audiard a Ça me dit tiré un rien. film. Le bouquin est absolument fabuleux. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé fabuleux. J'ai arrêté d'écrire pendant 3 semaines. Je me suis dit, c'est pas la peine d'arrêter de continuer, j'arrête. Enfin, je ferai jamais aussi bien que ça. Voilà. Mais ça me nourrit, malgré tout. J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de lire, pardon, pendant que j'écris. Mais voilà, j'essaye de pas lire ce qui serait, entre guillemets, un concurrent du moment, quoi, vous voyez, si je puis dire. D'accord. Et justement, quels sont vos auteurs préférés? Ou Oh, les alors, auteurs qui vous inspirent, quoi? alors, je sais pas s'il y a des auteurs qui m'inspirent. Enfin, s'il y a un auteur qui m'a inspiré dans ma vie, c'est Mikhail Bulgakov qui a écrit Le Maître et Marguerite, qui est un auteur donc russe, qui est probablement un des inventeurs de ce qu'on appelle le réalisme fantastique, où il y a une veine assez importante en Russie, hein, depuis Gogol par exemple, ou en Espagne, des gens comme Mendoza. Voilà, donc moi j'aime cette veine-là, c'est-à-dire euh, non pas des livres fantastiques, mais des gens qui arrivent à capter la magie de l'existence en fait. Et je crois que c'est bon, lui et Gabriel Garcia Marquez sont probablement les deux auteurs qui m'ont le plus inspiré et écrasé parce que je me dis je serais jamais même pas à la hauteur de la cheville de ces gens-là. Mais en même temps, tant qu'à avoir des modèles, autant choisir des modèles un peu inaccessibles, hein, c'est plus intéressant. Bien sûr. Et sinon, est-ce que d'où sort votre source d'inspiration, sinon? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. La source d'inspiration, si, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui vous inspirent. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? Est-ce que c'est des faits d'actualité, votre vie? Alors il y a pour les polars, c'est beaucoup ma vie professionnelle. Comme j'ai dit, je suis consultant, je suis directeur de la communication, je travaille dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans le domaine de l'environnement, donc c'est très, comment dire, satisfaisant d'un point de vue moral et éthique. J'ai beaucoup évolué aussi à une époque dans le milieu de l'entreprise pure et dure, la banque, l'industrie et autres. Et c'est vrai que moi j'aime bien les gens, voilà, j'aime bien les gens. Et je trouve que les gens sont un peu beaucoup maltraités dans le monde de l'entreprise quand même. Et au fond, j'ai créé un héros qui vient un peu, comme souvent les héros de polar, hein, ravi pareillement, Nathalie. J'ai créé un personnage voilà, qui défend un peu la veuve et l'orphelin, qui casse beaucoup la figure des méchants, parce que ça m'a souvent démangé dans ma carrière. Donc ça, c'est une première source, on va dire, sur le niveau du polar. Et puis sinon, il y a une expression que j'aime beaucoup utiliser souvent, que j'ai empruntée à Junot, qui parle du chant du monde. Euh, voilà, parfois, je trouve que quand on est, le mot artiste est prétentieux, disons créateur, créatif, je pense qu'on essaye de capter un petit peu le chant du monde, comme on dit, on entend quelque chose. Personnellement, j'ai rien à dire. À titre personnel, je pense que le monde a vécu pendant des milliers d'années sans l'opinion de Jean-Baptiste Ferrero, et je pense qu'il va pouvoir continuer à vivre sans l'opinion de Jean-Baptiste Ferrero, sans grand dommage, si vous voulez. Donc, personnellement, j'ai rien à dire d'intéressant, pas plus en tout cas que ma boulangère ou mon voisin de palier. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est peut-être de me faire l'écho de ce qui se passe autour de moi à un moment donné, de l'ère du temps, de ce que disent les gens, de ce que font les gens. En ce moment, j'essaie d'écrire un livre sur la question de l'environnement. J'ai eu la chance d'échanger à quelques reprises et de lire surtout les livres de Corinne Pelluchon, qui est une philosophe, qui m'a beaucoup décrassé l'esprit, et j'essaye un peu de traduire en termes romanesques ce qu'elle dit sur la nécessité de faire évoluer, par exemple, la relation entre l'homme et les animaux, l'homme et la nature. Voilà, donc l'aspiration, elle vient de là, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qui fait tilt et qui commence à m'obséder. Vous savez, comme une goutte d'eau qui tombe, ouais. Et quand ça commence vraiment à m'obséder, je prends ma plume et j'écris, histoire de me débarrasser de l'obsession jusqu'à l'obsession suivante. Il y a une D'accord. dimension obsessionnelle chez les écrivains, je pense, qui est Et forte. justement, il y a une remarque importante, enfin, une question importante de Valérie. Pouvez-vous développer le livre qui traite des manipulations génétiques? Oui, un petit peu. Alors, c'est dommage, c'est un livre qui n'est pas disponible en ce moment parce que ça fait partie qui était édité auparavant. Je suis en train de travailler à le rééditer. En fait, alors je ne veux pas déflorer le sujet, mais
c'est une donc il y a une enquête à partir d'une enquête au départ privée parce que le héros doit venir à la rescousse du fils d'un ami à lui qui a été mis en prison parce qu'il est accusé de meurtre, etc. En fait, il se rend compte que ce gamin travaille dans une grosse entreprise de biotechnologie et qu'il a découvert manifestement quelque chose. Et donc, en voulant aller à la rescousse de ce gamin, enfin de ce jeune homme, ils vont petit à petit, naturellement, comme toujours dans les enquêtes policières, couche après couche, hein, comme un oignon, ils vont découvrir des choses pas très claires qui sont cachées. Alors, je suis pas un spécialiste des manipulations génétiques, hein, donc je suis resté sur des choses assez générales. Ce qui m'intéressait surtout dans ce roman, c'était de traiter du cynisme de l'entreprise, c'est-à-dire de l'absence de morale. Beaucoup d'entreprises se drapent en permanence dans un grand discours sur le rôle sociétal, n'est-ce pas, de l'entreprise, sur l'entreprise citoyenne, machin, etc. Bon, je préfère les entreprises qui disent franchement, on est là pour gagner du pognon et pour essayer de faire bien notre métier. Ça mérite d'être clair et ce sont souvent les entreprises finalement les plus saines. Je me méfie toujours des entreprises qui se drapent dans un discours pseudo-éthique. Et dans le domaine, bon, on l'a vu dans le domaine médical, pharmaceutique, biologique, etc., c'est vrai qu'on touche à l'humain. Moi, qu'une entreprise qui fabrique des voitures soit un peu cynique, ça me dérange modérément. Mm. Qu'une entreprise de biogénétique soit un peu cynique, ça me dérange déjà un petit peu plus, quoi. Voilà, donc l'idée, c'était plutôt de travailler là-dessus, et puis de réfléchir sur sur la filiation, parce que c'est quelque chose qui tourne autour de ça, j'en dis pas plus, le jour où il sera réédité, je veux pas, comment on dit, spoiler les On futurs aura, lecteurs. on aura peut-être l'occasion de refaire un live le jour s'il est réédité pour Ah bah vraiment j'espère bien. parler De toute façon, de il ce le livre. sera, je sais pas quand, mais il le sera, j'y travaille, je négocie. D'accord, ok, super. On va suivre ça. Justement, écrivez-vous en musique ou au contraire avez-vous besoin de silence? Alors quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, j'écrivais en musique, et parfois même j'arrivais à, je sais pas, à être inspiré sur une scène précise par une musique précise et je pouvais réécouter en boucle 50 fois le même morceau tout en écrivant le chapitre en question. Mais voilà, ça c'est quand j'avais une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, à cet âge où on peut effectivement travailler en musique. Aujourd'hui, je peux plus. Il me faut du calme. Ça me parasite complètement. Par contre, c'est vrai que dans ma phase de préparation à l'écriture, j'ai souvent une playlist qui est celle du livre, qui correspondent, c'est un certain nombre de morceaux qui vont correspondre à des ambiances, soit à l'ambiance générale du bouquin, soit à des scènes précises. Et je les écoute un petit peu comme ça aussi de façon obsessionnelle, mais pas en... pas pendant que j'écris. Vous n'avez pas l'air si vieux que ça, merci, c'est gentil. Avez-vous des rituels d'écriture? Non, non, pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un papier jaune, d'un crayon bleu, de se mettre des pantoufles ou de se mettre un chapeau sur la tête. Moi non, je peux écrire absolument n'importe où, dans un train, dans un bistrot, au boulot, quand j'ai une pause. J'ai aucune gêne par rapport à ça. Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre? Euh, Alors, je me suis amusé pendant la période de confinement, là, je me suis euh, fait un pari qui était euh, des- vous êtes toujours, je suis toujours, ah, j'ai l'impression que j'ai perdu Florian. Alors attendez, autoriser, voilà. Oui, Alain, Florian a été déconnecté. Alors je ne sais pas si tout le monde a été déconnecté ou pas, hein. Ah, est-ce que j'ai un roman en cours? Euh, oui, Florian est déconnecté. Alors attendez, excusez-moi, je m'attends une seconde parce que j'essaye de reconnecter Florian. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, Florian est revenu, formidable. J'ai pas trop compris, excusez-moi, il y a eu un bug. Je vous ai Non, non, écouté, mais puis tout d'un coup, boum, j'ai eu un écran noir et je vous voyais plus. non, mais il faut savoir, c'est que je fais tilter les flippers, j'ai un problème, j'ai une influence comme ça sur C'est Boris qui est Alors, passé derrière et jaloux. il y a donc une question qui était, est-ce que j'ai un roman en cours? Oui, oui, tout à fait, j'ai un roman en cours. Enfin, alors j'ai deux romans dans les tiroirs qui sont chez
enfin, des aventures de Thomas Fiera, dont une qui est actuellement chez mon éditeur, qui est en train de le lire. J'ai par ailleurs écrit un bouquin, je me suis fixé un challenge là pendant le confinement, qui était de dire je vais écrire un bouquin en un mois. Je l'ai écrit en 20 jours finalement, donc j'étais assez content, je me suis amusé. C'est un polar aussi, mais un très très bon truc d'action, c'est pas du Marguerite Duras, manifeste clairement, ça c'est évident. Et puis j'ai un bouquin de littérature blanche sur lequel je suis en train de travailler, j'en ai même deux en fait sur lesquels je suis en train de travailler. Voilà, qui n'ont rien à voir avec le polar et qui sont là des bouquins plus au long cours. Donc, pour répondre à la question, sur un polar, en général, bon, là, je me suis amusé sur les 20 jours, c'était vraiment un peu un challenge. Mais un polar, c'est entre 6 mois et un an, vraiment tout compris. Littérature blanche, c'est souvent un petit peu plus long. Il faut un an ou deux. Mais par exemple, Animus, qui est le roman donc, qui va paraître chez Ramsay en août, dont je suis très fier. C'est le bouquin dont je suis très fier actuellement. Très fier des polars que j'ai écrits, que j'adore. Et Thomas Fiera, c'est mon pote, si vous voulez, c'est ma famille avec toute son équipe. Et quand je suis trop longtemps sans en écrire, il me manque. Et voilà, je suis content de les retrouver. Et j'aime avoir créé un personnage, toute une équipe avec lui, tout un univers. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Mais Animus, c'est différent parce que là, je suis allé chercher vraiment un peu plus profond des trucs que je n'étais pas sûr de savoir faire, quoi. Donc je suis assez content, je vous le montre d'ailleurs. Ouais. Je vous montre les deux d'ailleurs, parce que j'ai les deux banlieues ST. Alors, si vous allez lire ça à D'accord. l'envers, sans doute, hein. Animus qui Ouais, va on le voit à sortir en l'envers, août. mais donc Animus, ça on arrive à lire. Voilà. Et banlieue Est, donc, Banlieue Est. qui est le polar de Thomas Fiera. Donc banlieue Est qui est sorti en octobre, chez La Joanie, donc, et Animus qui sort en août. Enfin, qui aurait dû sortir en avril et qui fait on va sortir en août du fait du confinement, ce qui me va bien, puisque de ce fait-là, il va participer à ce qu'on appelle la rentrée littéraire, n'est-ce pas? Bon, ce qui est toujours un moment un peu particulier pour un auteur. Donc, Animus, alors bizarrement, ce bouquin qui a un pavé de 500 pages, je l'ai écrit en 3 mois. D'accord, ah oui. Mais bon, ma femme m'a dit que j'étais dans un état bizarre pendant tout ce temps-là. Elle m'a dit, j'espère que tu vas pas faire ça tout le temps. Ah, pouvez-vous me définir le genre littérature blanche? Car c'est la première fois que j'entends cette expression. Pardon, excusez-moi, c'est du jargon, effectivement, d'auteur. Littérature blanche, c'est ce qu'on va appeler souvent la littérature générale. Et vous avez la littérature de genre, donc le polar, la science-fiction, la littérature, la romance, etc. Et puis vous avez la littérature générale, quoi. Donc, qu'on appelle la blanche, en fait, l'expression vient de chez Gallimard, puisque vous aviez la noire, c'était la série noire, les polars, et la blanche, la collection blanche, donc les romans généraux, la littérature comme il faut, entre guillemets, oui. Celle qui n'a pas mauvais genre. Et voilà. Quelle étape vous paraît-elle la plus compliquée, recherche, correction ou autre? euh, Je ne saurais pas répondre à ça. Je saurais pas répondre à ça. Ce qui est compliqué, c'est quand ça vient pas. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est on n'a pas pris le bon angle et qu'on est en train de. c'est- Ces derniers temps, pour des raisons, je suis en train de travailler, j'ai appris un peu à travailler le bois, bref, pour un projet annexe. Et vous savez, c'est comme quand on est avec un ciseau à froid et qu'on essaye d'entamer le bois et on n'a pas pris le bon angle. Mhm. Quand c'est parti en sucette, c'est parti en sucette. Quand vous êtes pas bon dans le bon Ouais, truc. je suis menuisier de formation et je sais Ah ce que oui? c'est, ouais. D'accord, Oui. bah, c'est formidable. Donc, une fois que le coup est donné, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard et puis on est parti. Vous pouvez essayer de rattraper le coup comme vous voulez. De toute façon, vous allez rattraper d'un côté, rattraper de l'autre. Enfin bon, il faut tout bazarder et repartir à zéro. Donc ça, c'est ça C'est le plus ça. douloureux. C'est ça le plus douloureux, c'est quand on n'y arrive pas. Et en fait, on n'y arrive pas quand on veut écrire quelque chose. Euh, L'écriture, pour moi, c'est pas quelque chose qui se fait avec la tête. C'est quelque chose qui se fait avec les... C'est pas un truc, c'est pas un exercice intellectuel. Moi, par ailleurs, je suis universitaire, je suis rédacteur en chef d'un magazine, etc. Ça, c'est un travail intellectuel. C'est-à-dire qu'on pense un article, on l'écrit, on a fait un plan, on a fait un sommaire, on a fait des recherches, on sait qu'on doit faire. Voilà. Là, il y a un travail de tête. Le travail romanesque, c'est un travail de tripes. Quand on veut dire quelque chose dans un bouquin, excusez-moi l'expression, en général, on fait de la merde.
parce qu'on se sent obligé d'écrire quelque chose. En fait, il faut accepter de lâcher prise quand on écrit et que ça sorte, que ça vienne tout seul. Quand on arrive à se lâcher prise, ça vient tout seul. J'imagine que vous faites des fiches pour personnages. Absolument pas. Je fais aucune fiche de rien, ni aucun plan de rien. J'ai commencé à faire ça quand j'étais plus jeune. Je faisais des belles fiches avec des couleurs différentes, des tableaux, des machins, etc. Et le résultat était absolument pitoyable parce que c'était laborieusement construit. Voilà. Et aujourd'hui, je fais confiance au bonhomme que je connais pas, qui est dans ma tête et qui crie. Parce que c'est pas moi, en tout cas, ça c'est sûr. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je vais acheter du pain, je fais mon travail, je m'occupe de ma famille, je lis, mais des fois, très souvent, quand je me relis, je me rends compte que j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça. Enfin, je suis parfois agréablement surpris. Euh, je pense que c'est une partie de ma tête. Corinne Bertrand, je vais vous quitter. Merci d'avoir été là, Corinne, et bonne soirée. C'est quelqu'un d'autre qui écrit dans ma tête. Et en fait, c'est lui qui sait écrire, c'est pas moi. Donc il faut que je laisse ce quelqu'un d'autre écrire. Parce que quand je veux prendre la main, en général, c'est assez pathétique le résultat. Donc, et puis ça se veut intelligent, ça se veut, je sais pas quoi. Et c'est toujours un peu lourd, quoi. Euh, Quand c'est mieux, en général, c'est pas moi qui écris. C'est ce deuxième personnage, là, cette espèce de jumeau diabolique. Donc c'est lui qui sait faire. Et justement, vous avez la trame quand une question de Nathalie, justement, quand vous écrivez, est-ce que vous avez une trame? Alors, j'ai pas vraiment de trame. Ce que j'ai en général, ce sont des images. Moi, je suis très très visuel. J'ai failli être photographe. Et je fais beaucoup de photos d'ailleurs. J'ai souvent l'image du début du film, si je puis dire. L'image de fin, une couleur, une ambiance. Je sais d'où je pars, je sais où je veux aller. Et pour le reste, j'ai parfois un ou deux passages que je souhaite avoir parce que j'ai envie de parler de ça ou que j'ai envie de décrire ça ou ça. Mais je laisse venir, je laisse le bouquin me surprendre. Le livre, en fait, il existe avant que je l'écrive. Ça, j'en suis convaincu. Mon travail, c'est un travail de scribe. Il faut que j'écoute cette voix qui me dicte le livre et que me ferme à toute autre sollicitation. Si j'essaye, moi, de rajouter mon grain de sel, ça ne va pas être bon. Donc le livre existe et il a sa logique interne, il a c'est un peu comme un mobile, vous savez les mobiles qu'on met au-dessus des lits des enfants là qui tournent Oui. en équilibre. C'est un espèce d'équilibre dynamique. Il faut laisser cet équilibre se mettre en place. Dès qu'on essaye de forcer les choses en disant ah là je vais mettre un chapitre où je vais parler de ça parce que le monde a besoin de savoir ce que je pense de ça, en général on fait de la daube. Donc on peut faire de la daube quand même par ailleurs, hein, mais on est sûr de se planter si on est trop délibéré, vous voyez, trop volontariste. Il faut vraiment, c'est un exercice de lâcher prise. On voit ça chez les dessinateurs, par exemple. Là, ça choque personne. Les calligraphes japonais vont effectivement, à un moment donné, c'est la perfection du geste qui compte. Vous voyez, c'est quelque chose qui est presque instinctif. Euh, pour moi, c'est exactement la même chose que de l'écriture. Ça paraît plus laborieux parce qu'on doit écrire chaque mot, mot après mot, mais c'est un mouvement en fait, l'écriture. Parmi tout ce que vous avez écrit, quel est votre personnage préféré? Bah, pour l'instant, c'est Thomas Fiera parce que c'est le personnage le plus récurrent et j'ai une tendresse pour ce personnage. Ouais, donc Thomas Fiera, oui, quand même. Et une Il est nouvelle question sympathique. de... Pardon? Pardon? Non, je disais, il y a une nouvelle question de Valérie, justement, Oui. que vous avez peut-être pas vue, qui était du polar de littérature blanche. Y a-t-il un genre que vous affectionnez plus ou est-ce que c'est en fonction de votre inspiration? J'ai, on vit dans un pays où on adore mettre les gens dans des cases. Si vous êtes auteur de polar, vous êtes auteur de polar. Si vous êtes auteur de blanche, vous êtes auteur de blanche. Si vous êtes poète, vous êtes poète. Et ça m'emmerde prodigieusement. Et j'ai toujours essayé de faire des choses différentes. J'ai écrit du théâtre, bon, que je n'ai pas publié pour diverses raisons, mais j'écris des choses comiques, j'écris des choses tragiques, j'écris des plumes de la blanche. J'aime faire tout ça en fait. Et j'aimerais que ça soit possible d'être
entendu et reconnu en faisant des choses très différentes. Pour l'instant, je suis pas, on peut pas dire très connu, loin de là. Euh, mais j'ai déjà des éditeurs qui m'ont dit c'est embêtant parce que alors vous écrivez des polars un peu politico-humoristico trash et vous écrivez de la blanche, mais vous voulez pas prendre un pseudonyme, etc. Non, non, c'est moi, j'écris tout ça. Et peu importe, je veux dire, Mozart, enfin, je ne veux pas me comparer à Mozart, hein, c'est pas mon propos, mais j'avais fait Mozart, il a pu faire le Requiem, et puis il a fait la marche turque, et la petite musique de nuit, voilà. On a le droit de faire des choses très très différentes, et moi j'ai plaisir à faire tout ça. Je m'emmerderais si je faisais que du polar, et je m'emmerderais si je ne faisais que de la blanche. J'écris avant tout pour me faire plaisir. Après, pour être lu, bien évidemment, ça aussi, ça me fait plaisir d'être lu, mais j'ai pas du tout envie de m'enfermer dans quoi que ce soit. Euh, Justement, Valérie dit, vous faites de la photo. Est-ce que par exemple, publier un livre photo ne vous tenterait pas? J'y ai pensé parfois, et puis comme je fréquente beaucoup de très bons photographes, j'oublie assez vite aussi en me disant non, on va Pas de rester là où concurrence. je vais faire ce que je sais à peu près faire. La photo, je vais la garder pour moi. Ne pas hésiter à les partager sur le groupe si vous voulez, hein. Pourquoi pas, oui, éventuellement. Nathalie qui dit que Banlieue Est, c'est un gros coup de cœur pour elle. Bah, merci, et je sais que Nathalie a fait une très jolie chronique que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a beaucoup touché. C'est un livre, voilà, c'est de toutes les aventures de Fiera. Bon, c'est celle qui est disponible en ce moment, hein, parce que les autres sont pas réédités, mais par ailleurs, c'est un de ceux qui m'a, voilà, le plus personnel, puisque, donc, comme son nom l'indique, banlieue Est, en fait, le héros retourne dans la banlieue Est. Alors, banlieue Est, pour moi qui suis parisien d'origine, banlieue Est, c'est forcément la banlieue Est de Paris, c'est-à-dire le 93, le 9-3, comme on dit, la Seine-Saint-Denis, Il y en a trois. la banlieue trash par excellence. C'est là que j'ai grandi et je tenais à ce que mon personnage revienne dans cette banlieue parce que quand on en parle, c'est toujours sous un seul angle, savoir l'angle de la zone de non-droit où on va se faire casser la figure si on y va, c'est que des voyous, c'est que machin, l'immigration, patin coutin, etc. Et moi j'avais envie de montrer que, bien sûr que c'est ça, c'est une banlieue dure, c'est une banlieue violente, c'est une banlieue dure parce que tout simplement la vie y est dure, et que si vous voulez y survivre, entre guillemets, il faut bien s'endurcir un petit peu. Moi j'ai plutôt une bonne droite, comme on dit, c'est parce que j'ai appris là-bas à me défendre. Mais c'est aussi un endroit où il y a une espèce de poésie déglinguée qui moi, m'a toujours touché. Il y a, même encore aujourd'hui, malgré tout, une solidarité qui est forte. Les potes, c'est essentiel quand vous vivez dans ce genre d'environnement. Je veux dire. C'est moche, la banlieue, c'est triste, on s'y emmerde à 100 sous de l'heure parce qu'il n'y a rien à faire. Mais forcément, ça vous développe la colère, la révolte, mais aussi la créativité, mais aussi l'amitié, et aussi tout ça. Donc j'avais envie de montrer qu'il y a aussi une énergie folle en banlieue, et que la folie de la France, par exemple, et d'autres pays, c'est de ne pas utiliser cette énergie. On essaye de mettre dessus un couvercle, on la stigmatise, de temps en temps on lâche quelques millions comme ça pour passer un coup de peinture sur les HLM, mais c'est la partie la plus jeune de la population. Donc, Seine-Saint-Denis, je crois que c'est 60% de la population qui a moins de 25 ans. Enfin, c'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est l'envie de s'en sortir. L'envie de s'en sortir. Quand vous grandissez dans les HLM, vous avez qu'une envie, c'est de vous tirer de là et de monter, de prendre l'ascenseur social, comme on dit. Donc il y a une énergie folle, et j'avais envie de parler de ça, et de montrer aussi qu'on fait vivre, enfin, il y a toute une partie de la population qu'on traite comme des paillassons, et que c'est pas très cool, quoi. Voilà. Moi, j'ai eu la chance, grâce à l'école. Moi, je suis un pur produit de l'école républicaine, comme on dit, hein, boursier, etc., etc. Donc, je fais partie, je pense, des derniers qui ont réussi à monter dans l'ascenseur social avant qu'ils se cassent la gueule. Euh, mais je sais d'où je viens. Je n'ai pas oublié, même si aujourd'hui, voilà, je n'ai pas C'est, oublié. c'est un petit peu ce que dit Nathalie, qui dit il y a beaucoup de toi dans ce livre. C'est vrai, bien sûr, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de mes souvenirs, il y a beaucoup de ma colère. Parce que je pense que c'est une caractéristique quand on a grandi dans ce genre d'endroit, c'est que même si après, bon là c'est pas le cas parce que je suis plus détendu, même si après on met un costume, une cravate, etc., on reste. Ma femme est russe et elle a un proverbe russe que j'aime beaucoup. Alors je vous le ferai pas en russe parce que je dirais des bêtises, mais qui dit
tu peux enlever la fille du village, mais tu peux pas enlever le village de la fille. Ben c'est pareil, moi je dirais, on peut enlever le mec de la cité, mais on peut pas enlever la cité du mec. C'est-à-dire que quand vous avez grandi dans une cité du 9-3, la cité, elle est en vous. Même si vous devenez ensuite cadre supérieur, vous avez fait des études, vous êtes universitaire, vous avez écrit des bouquins, etc., etc. Il y a toujours un petit côté rebelle, un peu voyou qui reste au fond. Oui, voilà. Comment créez-vous vos couvertures? Alors, je ne les crée pas. J'ai la chance chez la Joanie. Nous avons la chance, les auteurs, d'avoir une graphiste qui s'appelle Caroline Lenné, qui est une artiste voilà, qui fait des choses absolument magnifiques. Et je la remercie d'ailleurs pour fabuleux votre discours sur la banlieue. Là, merci. Voilà, donc les couvertures, on a chez la Joanie vraiment une artiste. Je ne sais pas si elle écoute ou si elle écoutera, mais je la salue parce que nous lui devons une bonne part de nos ventes. Voilà. Et justement, une nouvelle question de Ludovic sur la publication de vos histoires. Faites-vous appel à des bêta-lecteurs ou passez-vous directement votre livre à des correcteurs? Alors, je fais pas. D'abord, oui, il y a des bêta-lecteurs, oui. J'ai un ami notamment qui s'appelle Denis, je ne sais pas s'il écoute aussi, que je salue, au passage, qui est un ami d'enfance, qui a grandi comme moi dans le 9-3 aussi, qui est mon bêta-lecteur depuis toujours. C'est-à-dire qu'il subit ma prose depuis, depuis notre enfance. Il y a mon épouse, naturellement. J'ai quelques amis. Ouais, j'ai 6, 7 personnes, 8 personnes qui ont la gentillesse. Mes premiers jets, mes manuscrits. Correcteur, après, c'est le travail de l'éditeur. Moi, je ne fais pas appel à des correcteurs. Je ne suis pas mauvais en matière d'orthographe, etc. Donc, je corrige mes textes. Après, bon, il y a un travail, il y a une relecture chez l'éditeur, bien évidemment. Nathalie qui dit qu'elle elle n'entendait pas au début. Est-ce que vous avez un projet? Donc, Valérie dit effectivement deux. Est-ce que vous pouvez rapidement les rappeler, les deux projets? Oui, alors, deux projets. Alors, enfin, c'est compliqué. J'ai deux nouvelles aventures de Thomas Fiera qui sont déjà finies depuis longtemps, hein, qui sont dans les tiroirs, dont une chez la Joanie qui est en train de le lire. En l'occurrence, pour l'instant, le titre provisoire, ça serait Au nom du père. C'est une espèce de road movie où il doit accompagner Thomas Fiera, se retrouve un peu babysitter parce qu'il doit accompagner un petit vieux de Nice de Barcelone non, pardon, de Séville à Nice en voiture. Puis en fait, ça va se passer de façon beaucoup plus compliquée parce que ce petit vieux inoffensif est un peu Alzheimer et pas si inoffensif que ça et a un passé un peu compliqué. Voilà, donc je n'en dis pas plus. D'accord. Au revoir. C'est très intimiste et en même temps c'est très voilà bon je suis très fier de ce bouquin parce qu'après Banlieue qui est un bouquin une espèce de western un petit peu épique, là c'est deux personnages dans une voiture et bon, il se passe des trucs quand même, hein, c'est pas du Godard, hein, ensuite. Mais voilà, c'est plus ça, c'est plus intime comme ça, comme bouquin. Et puis donc en blanche, j'ai deux projets effectivement, un qui s'appelle Sud, qui est un. Mais celui-là, je pense que j'ai encore pour quelques années devant moi parce que c'est un. Ah, comment je pourrais dire ça sans avoir l'air prétentieux? Bon, je vais l'être prétentieux 2 minutes. Prétentieux, ça veut dire avoir de la prétention. Ça veut pas dire forcément que je pense Oui, plutôt un oui, guerrier, hein. on comprend. Il n'y a pas de souci. On comprend. Voilà, moi je suis pied noir, comme on dit, hein, je suis né en Algérie, mes parents, mes grands-parents avant moi, je suis d'origine espagnole et un peu italien. Et je voudrais écrire le 100 ans de solitude pied noir, quoi, finalement, parce que il y a une culture qui a existé dans une espèce de bulle temporelle qui s'est fracassée sur un petit peu sur l'histoire. Il y a des tas de gens qui auraient pu vivre ensemble et qui ont souffert, les pieds noirs, les Algériens, etc. Et tout ce petit monde-là s'est massacré alors qu'ils auraient mieux fait de vivre ensemble. Et c'est un livre aussi sur l'Algérie, enfin sur l'Espagne un petit peu, et beaucoup sur l'Algérie, que je considère comme être mon deuxième pays, parce que j'y suis né, mes racines y sont. J'ai beaucoup de tendresse pour ce pays. Je vois que c'est un pays qui évolue et qui est en train de peut-être enfin de trouver j'allais dire sa deuxième indépendance, et c'est très bien, et je souhaite beaucoup de réussite à l'Algérie. Et puis l'autre, c'est un livre donc un peu choral, comme on dit, sur lequel je travaille depuis quelques mois, qui est une réflexion sur la relation que l'homme entretient avec la nature et la place qu'il pense avoir dans la nature. Il pense avoir une place prééminente, il pense être au-dessus de la pyramide,
alors qu'en réalité, il est juste un élément de ce bazar et qu'il serait temps qu'il s'en rappelle. Moi, je travaille dans le domaine de l'environnement, comme je vous le disais, et avec mes collègues, on est en première ligne pour constater que le changement climatique, il est déjà derrière nous. En fait, on est déjà dans la catastrophe. Donc, la question, c'est de dire maintenant comment on va faire pour limiter la catastrophe. Donc voilà, c'est un petit peu Ouais. autour de ça que... C'est la question la plus difficile, j'imagine. Voilà, Il y, a voilà. il y a Nathalie qui demande si tu seras, enfin, je pose la question, hein, seras-tu à Oui. Longe-Perrier? Et je profite pour ajouter s'il y a des salons ou des séances de TICAS de prévues prochainement. Ah, il y en avait plein de prévus, mais là, il y a eu J'imagine. deux, trois petites bricoles là, qui se sont interposées, je ne sais pas pourquoi. Alors, Longpierrier, oui, j'y serai absolument, tout à fait. Alors, Je trouverai excusez-moi, j'ai ces... mon truc qui penche un peu là. Hop, Voilà. voilà. Oui, je serai à Longpierrier, tout à fait. Avec grand plaisir d'ailleurs, parce que j'y ai été l'année dernière et j'en ai conservé un excellent souvenir, donc j'y serai. Pour l'instant, non, je vous avouerai que j'ai pas. Tout ce que j'avais prévu là pendant l'été s'est cassé la figure lamentablement. Enfin, comme pour tous mes collègues, hein, genre, ça n'a rien d'original. J'attendais un petit peu de savoir à quelle sauce on allait être mangé pour éventuellement reprendre contact. Je pense que pour les semaines et mois qui viennent, je vais plutôt me concentrer peut-être sur des librairies, essayer d'organiser des signatures, des choses comme ça. S'il y a des salons qui redémarrent, ben on verra bien à ce moment-là. Mais ce sera avec plaisir parce que c'est toujours très agréable de rencontrer des lecteurs. Quand on écrit, qu'on en vende 5 ou qu'on en vende 10 000, le lecteur, ça reste un être un peu fantasmatique, comme ça, un peu fantasmagorique. Et c'est très agréable de rencontrer quelqu'un qui a lu ou qui lira nos livres et se dire que voilà, on n'est pas. Parfois, on a l'impression d'être seul au bout d'un tunnel, vous voyez, on lance notre livre dans le tunnel et on ne sait pas très bien où il aboutit. D'ailleurs, peut-être qu'il aboutit nulle part. En général, c'est là qu'il aboutit, malheureusement. Euh, Donc, c'est vrai, entendre une voix venant de l'autre bout du couloir qui nous dit ouh, je suis là, j'existe, c'est très réconfortant, c'est très rassurant. Et du coup, c'est une motivation. Moi, je sais que très souvent, quand j'écris maintenant, j'ai parfois en tête des gens que j'ai rencontrés en me disant tiens, ça ferait plaisir à telle personne parce qu'on a discuté de ci ou ça, etc. D'accord. Avez-vous rencontré des obstacles avant d'être édité? Comment avez-vous rencontré votre maison d'édition? Des obstacles, je dirais non, parce que en fait, j'ai écrit pendant des années et des années sans même essayer d'être édité. Parce que j'étais pas là-dedans, bon, je faisais autre chose. Quand j'ai décidé ça, comme toute personne, enfin, je pense comme presque tous les auteurs de polar qui se respectent, j'ai eu la ridicule d'envoyer ça à Gallimard pour la série Noire, qui me l'ont renvoyé, je pense, sans même l'ouvrir, probablement. Voilà, donc je me suis pris deux, trois tôles comme ça. Après ça, j'ai rencontré cette petite maison d'édition dont je parlais tout à l'heure en province, donc ça s'est fait assez vite. Et puis, j'avais envie de changer. Et en fait, c'est Pierre Poucheret, donc, qui est l'auteur que vous connaissez sans doute, j'imagine, que j'avais rencontré dans un salon, qui est un homme charmant, et qui a eu la gentillesse de me mettre en contact avec Jean-Charles Lajoigny, donc des éditions Lajoigny, et qui a pris mon bouquin. Donc ça s'est fait assez facilement. Pareil pour Animus, j'avais envoyé mon livre à Christophe Matteau de chez Ramsay. C'est le seul, je crois, éditeur auquel j'ai envoyé. J'ai pas eu le temps de l'envoyer ailleurs parce que j'ai eu un échange avec lui sur Facebook. Il m'a dit, bon, attendez, attendez. Bon, et assez vite, ça s'est fait aussi. Donc jusqu'ici, je dirais que j'ai été plutôt verni. J'ai pas eu... D'accord. bon, j'en ai envoyé quelques-uns à droite à gauche quand même, mais vous voyez, comme le personnage dans 37.2 qui envoie des dizaines et des centaines de manuscrits. Non, heureusement d'ailleurs, parce que ça coûte une fortune. Il y a encore quelques éditeurs qui s'obstinent à refuser les manuscrits numériques. C'est pas très sympa pour les petits auteurs parce que ça coûte une blinde d'envoyer faire des photocopies, etc. Donc bon, c'est pas très commun. Non, j'ai Mm. pas trop galéré, j'avoue. J'ai eu de la chance. Ok. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai plus de questions. Alors, je sais pas si vous avez des remarques ou quelque chose à rajouter. Non, écoutez, c'est une expérience. Moi, c'est pas la première fois que je faisais ce genre d'exercice. Oui, et j'en suis ravi. C'est un exercice intéressant. C'est assez étonnant, encore une fois. Il y a la solitude de l'écriture, il y a la rencontre du salon, et là, c'est une rencontre virtuelle, donc c'est encore autre chose.
C'est assez plaisant et c'est toujours intéressant. Enfin, j'ai eu la chance aussi il y a quelques mois d'être interviewé sur une radio et c'est intéressant de s'entendre, enfin non pas de s'entendre parler pour dire oh là là qu'est-ce que c'est intéressant ce que je raconte, pas par narcissisme, mais parce que en fait on parle pas de ce qu'on fait. Enfin, moi je suis pas écrivain à plein temps, c'est-à-dire que j'évolue pas dans le milieu littéraire. Euh, voilà, donc moi j'évolue dans mon milieu professionnel, dans mon milieu personnel, donc je discute assez peu de littérature, je me vois pas en train de prendre la tête de ma famille en permanence là-dessus. Ils sont déjà assez gentils de me supporter et de me supporter mes humeurs fantasques. Donc en fait, je parle assez peu de ce que je fais, et du coup c'est intéressant de temps en temps d'arriver, ça fixe un peu les idées, et souvent moi-même je me dis ah oui tiens finalement c'est vrai que c'est pour ça que je fais ça, ou c'est pour ça que je fais ci. Il y a Ludovic qui dit que c'est un très bon live et que vous vous débrouillez très bien. Ah, mais merci. Enfin, j'ai pas. Enfin, c'est aussi un petit peu mon métier, hein. Je travaille dans le domaine de la communication. J'anime des magazines vidéo. Je passe. Voilà, donc j'ai un peu l'habitude de parler. C'est pas. Mais c'est gentil en tout cas. Merci. Voilà, J'apprécie. donc Nathalie qui dit qu'elle est ravie aussi. Eh ben écoutez, Voilà, bah écoutez, pareillement. bah moi aussi je suis ravi de vous avoir reçu, c'était un plaisir. Pareillement. Hein, Je reviens quand vous n'hésitez voulez. pas Je la peux venir prochaine tous les fois, jours bah, si quand vous vous voulez. voulez. Bah, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a une sortie, dès qu'il y a des infos, des avant-premières, Bah, il y aura une ne sortie en août. pas, ne Il y pas aura une sortie hésiter. en août hein, de Animus. J'aurais plaisir à venir parler d'Animus éventuellement. C'est vrai que c'est pas du polar. Mais c'est un livre auquel je suis très attaché, dont je suis très fier, et je vais beaucoup, beaucoup me bagarrer pour promouvoir ce livre. Voilà, D'accord, deux bah, mots écoutez, sur on peut se Animus, prévoir un. deux mots sur Animus quand même, puisqu'on est là et que j'ai l'occasion d'en parler un petit peu en avant-première. C'est un livre un peu fantastique, si vous voulez, à la fois philosophique et fantastique. C'est un livre et ce personnage qui s'empare, qui arrive à projeter son esprit pour s'emparer, parce qu'il a plus de corps, il a été blessé pendant la guerre de 14, voilà. Donc c'est un voleur de corps, d'une certaine façon. D'accord, ok. Bah, écoute, si vous voulez venir au mois de juin faire un live exceptionnel sur ce livre en Ah, particulier, c'est donc en la août, hein, deuxième sortie, ça sera en en août. août, oui. D'accord, Voilà. Donc en ok. août ou septembre, ça sera avec grand plaisir. Et Avec ben grand écoutez, plaisir. le rendez-vous est pris, il n'y a pas de souci, on reste en contact avec moi ou Nathalie, il n'y a pas de Ah, et il souci. y a un salon à La Rochelle fin octobre. Ben, je viendrai, si c'était la chose est possible, je viendrai à La Rochelle avec plaisir. En plus, c'est une ville que j'adore, une très belle ville. Donc je vais me renseigner. Bon, écoutez, apparemment, il y a eu un petit problème technique. Merci en tout cas à tous de votre attention et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Bonsoir.